Bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui de recevoir le docteur Tony Narcisse. Pourquoi je suis heureux? Tout simplement parce que le docteur Tony Narcisse, c'est l'un des rares, ou sinon le seul, docteur en sciences de l'éducation de la Martinique. Donc, en VAE, on va parler de VAE surtout, on va parler de sciences de l'éducation. Alors, docteur Narcisse, bonsoir et merci d'être venu. Oui, bonsoir Jean-Luc Médouze, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Oui, tout à fait. On a déjà fait de nombreuses émissions ici. Je dirais bonsoir aux auditeurs, où ils se trouvent. Ça peut être en Martinique, Guadeloupe, Guyane, je pense que tu vas jusque sur La Réunion. Même sur Paris. Même sur Paris aussi. Et, enfin, tout le monde m'a dit tout le monde bonsoir, je ne pas oublié personne. Je parle français et créole, en tout cas, puisque c'est notre langue maternelle. Nous sommes bilingues. Voilà. Donc, les sciences de l'éducation... Alors, avant de commencer, je voudrais juste poser je pose à tous mes invités la même question. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Non, je laisse libre cours à toutes les questions et à partir du moment où ça touche véritablement l'essence même de ce que nous sommes en train de débattre dessus. Donc, on va parler de la prochaine rencontre avec le docteur Tony Narcisse qui aura lieu à la Bibliothèque Schellcher de Fort-de-France. C'est vendredi 26 septembre à 18h. On va en parler tout à l'heure au cours de l'émission. Donc la première question que je vais vous poser, ou la deuxième, si on considère que la première que je vous ai posée c'est une question, mais c'est la même question à tous les invités. Donc la première qui vous concerne, qui est Tony Narcisse? Alors Tony Narcisse, c'est un Foyalais des hauts quartiers de Valata, puisque je suis né à Tivoli d'une famille de 4 enfants. J'ai fait ma scolarité à l'école de Tivoli, puis à Gaudissart, et puis après, je suis parti à Trinité. Tout ce trajet a fait que, j'étais un élève très turbulent à l'école, et qui donc, je n'ai pas réussi l'école comme tous mes amis ont réussi. Un cursus normal. Voilà, un cursus normal. Et on dit chez nous, on mangeait la créa avec ma brûlante là. Donc, en fait... il était bon? Ah, il était bon, puisque... À cette époque, je ne voyais pas l'utilité, l'opportunité d'être assidu à l'école. J'étais un petit peu, je vais dire, oisif. Je suis un autodidacte. Mais avec le recul, on sait que ce n'était tout simplement pas encore prêt. J'étais pas encore prêt. Et c'est ça que j'avais pas encore mesuré le poids de ce que ça m'a écouté. Donc, après, je termine avec une mention complémentaire de diesel. Je travaille ici. Je pars en France. Comme j'étais déjà sportif en Martinique, donc je me retrouve athlète de haut niveau à l'équipe de l'USME Deuil là-bas, entraîné par Chantal Riga et Massulter, Pierre-Yves Estrade, où on avait pratiquement les meilleurs Français sur 100, 200, 400. Et une fois que j'ai terminé, étant sur place, j'ai fait mon service militaire à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Alors, donc là, c'est ouvert une toute petite branche, parce qu'au bout de 6 mois, je deviens sous-officier à l'instruction. Donc, je préparais les jeunes recrues à l'instruction. Et mon capitaine qui me dit, mais Tony Narcisse, vous êtes sergent maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez nous? Alors, je lui dis, oui, mais oui, très loin. Évasif. Voilà. Et du coup, quand ma période s'est échue, alors, j'ai fait faire une quille pour moi et j'ai déposé sur le bureau. Alors, quand il a vu ça, il a ouvert de grands yeux. Il n'était pas du tout content. Mais en tout cas, je quitte, je rentre en Martinique, toujours dans le sport. Je retourne en France. Là, maintenant, je me retrouve champion du Val d'Oise, vice-champion de France avec plusieurs titres. Je fais de nombreux jeux. Et quand je reviens en Martinique, je rencontre un ancien entraîneur de la mairie sportive qui me dit, mais tiens, ça nous intéresse que vous soyez sous nos couleurs. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. J'intègre effectivement cette collectivité. Alors, je fais de gros championnats. Justement, Lewis était venu battre en 89 le record du monde du 4x200. Et donc là, je l'ai regardé courir. Et dans ma course, moi, c'est l'une des rares fois que je courais avec des Américains que je voyais au championnat et aux Jeux. Et je me trouve devant. Mais, curieusement, je loupe ma course et je termine sur la même ligne qu'eux alors que j'avais déjà de l'avance. Et donc, tout cela se passe bien, je suis au travail, je n'ai pas de diplôme, je suis autodidacte, je présente de nombreux projets et paf, il y a un événement qui se passe dans ma vie
peut-être que j'étais trop en avance sur le temps, je me retrouve dans une situation d'extrême difficulté. Donc, ça crée un petit peu de réflexion. Tout de suite, je viens pour pouvoir mobiliser le temps de cette difficulté que je vivais à mon emploi. Je crée la première structure d'accompagnement VAE en 2000. Donc, il faut rappeler que VAE, c'est validation des acquis de l'expérience. Oui. Alors, je crée cette structure d'accompagnement en validation des acquis de l'expérience. Et là, je me mets à faire réussir des gens en VAE du CAP jusqu'à la licence. Moi, je n'avais pas ce niveau-là. Puis, après, tout doucement, je passe à l'étape supérieure et je viens à faire réussir jusqu'en Bac+5. Et figurez-vous, moi qui m'étais effectivement préparé dans une réflexion sans le savoir, j'étais dans un cheminement sans le savoir. Et en fait, qu'est-ce qui se passait chez moi sans m'en rendre compte? J'étais en train d'observer la situation et me poser la question, pourquoi les candidats réussissent avec moi et pourquoi ils ne réussissent pas avec les autres? Alors, je vais vous poser une question qui va nous permettre de poursuivre, mais avant, je voudrais revenir sur 2 choses. Vous ne m'avez pas dit votre âge, vous ne m'avez pas dit si vous êtes marié, si vous avez des enfants, et ça, j'aimerais savoir. Alors, aujourd'hui, mon âge, j'ai un âge certain. Vous êtes comme une femme, alors. Vous avez peur de dire votre âge? Je n'ai pas peur de donner mon âge. D'accord. J'ai 63 ans. Voilà, un bel âge. Oui, j'ai 63 ans et je suis marié, je suis père de 2 garçons, dont l'aîné, les 2 sont en Irlande. J'ai l'aîné qui a posé la 300 de Corsair en Martinique et qui actuellement travaille chez Air France. Donc là, j'habite Tivoli pour pouvoir conclure. J'habite Tivoli et donc voilà. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre vos études dans le domaine des sciences de l'éducation? Alors, ce qui m'a poussé vers les sciences de l'éducation, mais je crois que c'est une démarche, je crois, pratiquement, je vais dire, guidée. Moi, je ne savais pas ce que je faisais. Avant d'aller en sciences de l'éducation, j'ai fait quand même le CNAM. J'ai fait une ingénierie de la formation des adultes. Et tout ça, c'était pour renforcer ma position en tant que leader sur ma structure, puisque j'étais le seul à faire l'accompagnement VAE, et en tout cas me préparer aux enjeux qui avaient à venir. Derrière, je savais, il y avait toute une organisation qui venait et qui allait probablement me faire bouger. Donc, alors, je m'inscris sur le CNAM, je passe cette ingénierie de la formation des adultes, et après, je cherche une université en France pour faire des sciences de l'éducation. Alors, quand j'arrive, j'ai beaucoup cherché, je trouve une université, c'est l'université de Lambesc. Et à cette université, on me dit, mais écoutez, monsieur, vous voulez faire des sciences de l'éducation, pourquoi? Vous savez ce que c'est? Je dis timidement, non, je ne sais pas. Ils me disent, mais vous savez, les sciences de l'éducation, c'est véritablement beaucoup de lecture et de la théorisation de problématiques. Alors, c'est un mot qui m'était totalement étranger, puisque ici, je parle créole, j'accompagne des gens sur des diplômes professionnels, mais pas en recherche. Et puis vous aviez le goût de la craie dans la bouche toujours. Oui, et puis j'avais le goût de la craie dans la bouche, mais en tout cas, j'avais quand même ce défi, parce que j'étais dans un challenge pas possible, pressé à mon travail, du moins compressé à mon travail, parce que j'avais la non-reconnaissance de mes capacités, mais de la qualité, de la perspective que j'avais. Donc, il me fallait réussir. Donc, je m'inscris en master sciences humaines, sciences sociales, sciences de l'éducation. On me fait venir faire des tests, je passe des tests, je réussis et je fais mon master 1 puis mon master 2. Mais je bloque sur le master 2 et je me rappelle, c'est une petite dame que j'avais fait réussir son master sur le CNAM, que j'ai dû appeler. Quand je l'ai appelée, elle a ouvert de grands yeux. Comment vous n'avez pas de master, monsieur? Vous faites réussir des gens en master, vous n'en avez pas? Je lui ai dit, ça arrive. Et j'ai monté mon dossier et elle est venue, elle a relu avec une secrétaire que j'avais. Je passe mon master, je réussis. Alors, à l'oral, j'ai mes enseignants qui me disent, mais écoutez-moi, monsieur, ça se passe à Marseille, hein? Écoutez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire après? Nous savons que vous êtes président d'association, vous êtes consultant, vous faites de l'accompagnement du CAP à Bac+5. Nous vous invitons à rester dans ce que vous faites parce que vous le faites bien. Mais au fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Je leur ai dit, je les ai regardés, je leur ai dit, mais écoutez,
je veux faire un doctorat. Ils me disent, un doctorat? D'où vous êtes sorti là, vous allez faire un doctorat? Non, monsieur, c'est pas possible. Comme ça, mais sèchement. Et je dis, bon, d'accord. J'insiste encore à nouveau. Et ils me disent, bon, écoutez, nous allons voir, mais il faut attendre 1 an. 1 an, jour pour jour, j'ai pris mon téléphone, parce que j'avais gardé les contacts, et j'appelle Marseille, ex-Marseille. On me dit, comment, monsieur, vous n'avez pas oublié? Je dis, mais non, je ne peux pas oublier. Puisque la nature a horreur du vide. Quand vous êtes dans un métier et que vous n'êtes pas utilisé, il est évident que vous cherchez quelque chose à faire. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai rappelé, ils me disent, bon, écoutez, si vous voulez, on vous invite à venir voir les journées doctorales. Alors, je prends à 5 reprises des billets pour Fort-de-France, Paris, Marseille. Et la première fois où j'arrive en journée doctorale, je vois une salle comble avec des enseignants assis devant et qui appellent les élèves en soutenance de journée doctorale juste devant. Je me dis, mais bon Dieu, comment je vais faire? Et finalement, ils passent, tous les candidats vont passer, et moi, on me jette un coup d'œil. Alors, donc, du coup, bon, j'étais obligé de dire que bon, je ne m'étais pas préparé, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fait beaucoup. Oui. Donc, j'ai bien regardé comment ça se passait, mais il faut voir ça, l'aisance des doctorants quand ils parlent, quand ils énoncent leur sujet, quand ils évoquent leurs problématiques et comment ils mettent en place leurs questions de recherche et tout. Donc, j'ai bien étudié ça, j'ai bien analysé ça, et quand je suis remonté la fois d'après, je ne vais pas dire que j'ai réussi à 100%, mais j'ai réussi un petit peu. Alors, vous savez, quand vous êtes à 8000 km de chez vous, vous avez parmi les étudiants beaucoup d'hexagonaux, très peu d'Africains. Où allez-vous? Il fallait faire un choix. Donc, j'ai voulu voir ce que me disaient les enseignants qui m'envoyaient vers les hexagonaux. Et quand je me suis fait jeter 1 fois, je ne me suis pas fait jeter 2 fois, je suis allé voir ceux de l'Afrique m'ont dit, mais attends, mais cette formation-là, ce n'est pas de l'autre côté qu'il faut y aller, c'est vers nous qu'il faut y aller, c'est nous qui allons vous accompagner. Et puis comme ça, j'ai noué des liens avec beaucoup qui sont des docteurs en Afrique et qui parfois me demandent de venir installer le dispositif chez eux. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué pendant votre cursus? Est-ce que des enseignants, par exemple? Alors, ce que je vais dire dans la didactique d'apprentissage, généralement, les enseignants, tous marquent. Depuis quand j'étais sur le CNAM, j'ai eu des enseignants, d'ailleurs, qui se sont retrouvés sur la VAE, qui travaillent bien sûr dans la structure de pilotage ici, qui m'ont marqué par leur qualité de travail, leur franchise, leur attention, leur dévouement à la mission d'enseigner. Voilà, et moi, tout ce que je peux dire, c'est que, oui, bon, et puis j'ai quand même les 2 enseignants chercheurs, mes directeurs de thèse qui m'ont énormément marqué. D'ailleurs, justement, sur quel thème portent vos recherches? Alors, ma recherche a été sur la complexité de l'accompagnement et notamment singulièrement sur l'échec post-accompagnement. Donc, je disais tout à l'heure... Parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Ah oui. Alors, je vais vous dire très honnêtement, vous savez, depuis 2000, je suis dessus, je passe mon temps dessus, j'analyse, j'observe, je prends des billets d'avion, je m'en vais sur la Caraïbe pour regarder comment ça fonctionne. Et il n'y a pas très longtemps, le 24 juillet, j'ai su le 23 juillet qu'il y avait une grosse rencontre. Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Borne et Madame la ministre du Travail, je ne veux pas trop écorcher son nom, mais la ministre du Travail. Démissionnaire. Démissionnaire, ouais. Ils ont fait une conférence de presse. Et en sortie de la conférence de presse, c'est sorti sur Internet et tout, ils ont sorti que sur 400 000 candidats
en validation des acquis de l'expérience, il n'y a que 10% qui arrivent. À peu près 400, oui. Donc. Alors, je me suis posé la vraie question en me disant, mais à quoi a servi mon travail de recherche? Mon travail de recherche, en fait, travailler sur l'échec post-accompagnement, et entendre ça, ça me pose un problème. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon stylo, j'ai pris ma plume et une feuille, et j'ai bossé 2 petits éléments rapidement. J'ai pris mon ordinateur, j'ai fait un courrier à la ministre de l'Éducation nationale et à la ministre du Travail. Et je leur ai dit, voilà, j'ai fait un travail qui pourrait être fort intéressant sur l'analyse que vous avez faite, sauf que nous, en territoire ultramarin, nous avons d'autres difficultés qui se greffent à la grosse difficulté de compréhension qui est, bon, bien sûr, ces savoirs de base qui sont un petit peu limités chez certaines personnes, mais surtout et surtout, le fait qu'en territoire ultramarin, nous sommes à 2, voire 3 niveaux d'indice supérieurs d'illettrisme que l'Hexagone. Donc, il est quand même important de s'intéresser à ça, mais toutefois, il serait quand même, je pense, judicieux de prendre quand même quelques informations auprès des experts qu'il y a. Alors, il s'est passé ici, en 2018-2020, une expérimentation appelée l'AREVA, qui avait pour objectif de faciliter la VAE, mais qui, autrement dit, n'a pas véritablement facilité la VAE sur uniquement la présence d'un architecte de parcours qui est arrivé. Mais toujours est-il, on est en train de travailler autour, selon l'analyse que je fais, tout le travail qui se fait sur le reconditionnement, le réaménagement, voire les réformes successives de la VAE, mais aucune ligne n'est portée sur les conditions d'éligibilité, sur les prérequis des profils qui doivent faire l'accompagnement, sur les prérequis des profils qui doivent justement effectuer les évaluations. Or, dans mon travail de recherche, mon travail a été focalisé sur ça. Et de plus, je suis allé encore un petit peu plus loin en évoquant le nom de chacun des profils dans ce milieu. Ensuite, le cursus de formation pour lequel ils doivent parvenir, notamment à la construction, du moins l'accompagnement du livret 2, tout en précisant que pour pouvoir accompagner efficacement en livret 2, il faut maîtriser certains outils, et notamment un outil exceptionnel, un outil de forte qualité, un outil extrêmement important, qui est l'analyse clinique de l'activité. Et l'analyse clinique de l'activité telle que présentée par Claude est très claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à écouter quelqu'un et essayer de comprendre sa trajectoire, quand bien même il a quand même la parole incarnée, il est perdu dans ses pensées, il n'arrive pas à dire correctement, vous devez utiliser l'entretien d'explicitation de Pierre Vermèche pour pouvoir provoquer des relances, pour pouvoir prendre du retrait tout en observant celui qui est face à vous, pour lui faciliter la tâche à revenir et à dire ce qu'il doit dire et correctement. Nous avons vu que, à travers cette recherche que j'ai faite, que Françoise Benner, dans les soins infirmiers, a démontré la difficulté du professionnel à dire bien ce qu'il sait bien faire. Et donc, en l'occurrence, à travers tous ces éléments-là d'analyse, j'ai pu, en tout cas, faire avancer ma recherche jusqu'à créer le premier modèle, un modèle novateur. Il est tout seul pour le moment. C'est un modèle de professionnalisation. Et ce modèle de professionnalisation aujourd'hui, inspiré de toute cette analyse et de tous les travaux de recherche, arrive quand même à faciliter le professionnel dans l'accompagnement VAE. Alors, je vais dire tout simplement, dans ce modèle, dans cet outil que j'ai créé, il y a des référentiels, il y a d'autres outils tels que des journaux pédagogiques. Mais ce qui est important de savoir, comme étant donné, souvent on a dit qu'on professionnalise les acteurs d'accompagnement, on ne peut pas professionnaliser un acteur d'accompagnement sur une singularité, sur une différenciation de vision d'analyse et de savoir expérientiel, parce qu'on est bien sûr du savoir expérientiel, savoir agir, pouvoir agir, savoir réagir,
qui n'est pas commun de tout le monde. Et qui donc, aujourd'hui, à travers le projet et le contenu de mon modèle, eh bien, chaque personne en professionnalisation ressort avec son référentiel propre. Vous savez, vous évoquez des problèmes que je n'osais pas imaginer parce que je pensais qu'un candidat à la VAE était volontaire. Et donc, ça vous simplifiez la tâche. En réalité, la validation des acquis de l'expérience se déclenche à partir d'une volonté personnelle. Et cette volonté personnelle part d'où? C'est un état de souffrance. D'accord. C'est un état de souffrance. Donc aujourd'hui, vous recevez des névrosés, quoi, des malades? Non, c'est-à-dire que non, pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que des gens qui sont en emploi, vous et moi, nous sommes au travail sur le même poste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être moins performant que moi et vous avancez plus vite que moi. Automatiquement, il y a quand même ce petit regard de conscience qui se dit, mais pourquoi il avance aussi vite et moi je n'avance pas? Vous faites des démarches auprès de l'employeur pour lui dire, bon voilà, je suis... Vous pouvez répondre à cette question, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que pourquoi Oui, l'un avance, l'autre recule? Alors, c'est pourquoi je vais y en venir. Donc, quand vous vous posez cette question-là, la réponse, vous l'avez peut-être imaginée. Mais ce que vous faites, pour ne pas vous attarder sur le pourquoi et du comment, parce que vous savez comment on fonctionne en Martinique, c'est beaucoup les réseaux, c'est beaucoup le relationnel, ça ne peut pas être forcément en Martinique, ça se fait partout. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une classe, si vous n'êtes pas dans un registre, si vous n'êtes pas sur... vous savez, hein, on va énumérer beaucoup de choses. On s'arrête là. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'emploi ne remplit pas son travail. C'est-à-dire que l'emploi ne permet pas à l'homme d'être épanoui. Et quand on regarde bien la pyramide de Maslow, nous le dit très clairement, vous avez des stades à franchir. Et chaque stade évoque un autre. Chaque stade jusqu'à ce que vous arrivez au sommet de la pyramide. Mais en réalité, quand vous regardez l'emploi tel qu'il est présenté aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas forcément aux bons endroits et qui, au lieu de faciliter le développement de l'organisation du travail, au contraire, créent des problèmes. Nous prenons l'exemple d'une expérimentation qui a été faite à Hatform aux États-Unis, où Taylor a voulu effectivement résoudre le problème des femmes qui travaillaient dans une usine électrique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'argent. Il a donné des congés. Il a tout utilisé. Il n'a pas réussi parce que la productivité allait en dents de scie. Et quand l'ingénieur Mayo a vu ça, il a décidé de venir. Donc quand il est venu, il a regardé et il a changé le système. C'est-à-dire qu'il a mis notre participation, l'acteur au cœur du système. D'où l'idée de Crozier et Fichtberg qui développe cette valeur d'acteur du système. Et c'est ça que nous ne savons pas faire aujourd'hui et que notre management aujourd'hui, aussi décrié dans les organisations, dans les administrations, puisque c'est un management purement directif, crée beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés. Et très souvent, ces managers-là, qui sont en carence de connaissances, en carence de savoir, et d'ailleurs, des tyrans un peu. Alors donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ne comprennent pas pourquoi un agent ne réagit pas, la première des choses, c'est la réponse coercitive. Or, ça, il ne faut jamais faire ça. On ne peut pas régler un problème que nous n'avons pas compris par une mesure coercitive. Moi, si j'ai un manager qui travaille avec moi comme ça, je le licencie. Oui, je le licencie. Parce que votre rôle de manager est de vous asseoir et d'aller chercher à la base quel est le problème. Parce qu'un manager, il est minimum ingénieur. C'est un ingénieur, il doit provoquer des situations pour chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et très souvent, quand on crée cette mesure coercitive, eh bien, on est en train de faire partir un agent extrêmement compétent, mais qu'on n'a pas compris. On peut revenir en arrière. Qu'est-ce que les sciences de l'éducation? Alors, les sciences de l'éducation, c'est, je vais dire en clair, c'est une théorie d'enseignement sur lesquelles on va retrouver
je vais dire, des approches théoriques, en fait, je le dis comme ça, des approches théoriques qui seront discutées. Donc, en sciences de l'éducation, vous avez le cursus formatif, c'est de la formation, c'est de l'enseignement pur et dur, mais bon, c'est vrai que c'est assez particulier. Et donc, moi, quand j'ai fait les sciences de l'éducation, c'est parce qu'il a été considéré que la démarche que je faisais dans l'accompagnement VAE était une démarche pédagogique. Sauf qu'en VAE, on n'est pas sur de la pédagogie, on est sur de l'andragogie. Pourquoi? Parce qu'on est face à des adultes. Mais l'andragogie spécifique, parce que nous avons actuellement en France 2 piliers de la didactique d'enseignement. Le premier pilier de la didactique d'enseignement, c'est la trajectoire de formation et d'enseignement, basée sur des cadres bien précis, le référentiel, qui impose de dispenser une formation au savoir, savoir-faire et savoir-être. Ça c'est un pilier de la didactique d'enseignement. On appelle ça le formel. On a voulu rattacher la VAE, qui n'est qu'un processus de conduite vers une certification, à cette didactique d'enseignement formel. Or, le problème aujourd'hui, c'est que, étant donné que le travail est aussi formateur que la formation, mais n'emprunte pas les mêmes logiques, alors forcément, il va falloir travailler sur une réponse apportée pour mettre en place un cadre pour la VAE. C'est sur quoi j'ai travaillé. Et qui donc aujourd'hui, pourquoi je fais la différence des parcours VAE, c'est parce que chaque identité professionnelle reste singulière. Et, oui. Et donc, par conséquent, pourquoi je vais insister sur cette singularité, c'est parce que, au titre du savoir-agir, il n'y a rien à voir avec le savoir, savoir-faire, savoir-être. Ce sont des mesures qui sont, je vais dire, dispensées en enseignement. Mais quand on évalue un professionnel, la difficulté, c'est de comprendre le processus de mise en place des schèmes de construction de la compétence. Et si on n'a pas compris ça, il vaudrait mieux peut-être s'arrêter et ne pas aller plus loin. Quand vous parlez de schème, c'est de schéma. Oui, tout le processus, c'est le schéma de la construction de la compétence. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il vaudrait mieux ne pas y aller. Parce que tout individu a une ingénierie, une curiosité, un savoir créatif, une audace. Il prend des risques avec des tests et des erreurs pour pouvoir parvenir à résoudre le problème. Comment vous faites pour pouvoir évaluer quelqu'un comme ça si vous n'entrez pas cliniquement dans ce qu'il fait, pour comprendre comment il le fait, avec l'impact de ce qu'il fait, avec les moyens qu'il a pour le faire, avec les objectifs qu'il veut mettre en place pour réussir. Et surtout, quand on regarde bien aujourd'hui, on a très peu de moyens, les professionnels, pour pouvoir résoudre les difficultés que nous rencontrons. Alors justement, quels sont selon vous les grands défis actuels que doit faire face l'éducation au niveau mondial, pas seulement au niveau de la Martinique, parce que je pense que la problématique est générale. Vous me posez une belle question là, hein. C'est compliqué de pouvoir répondre parce qu'avec la... Alors la on peut aller... Je vais répondre déjà. Avec l'arrivée du chat là, oui, il y a beaucoup de problèmes. L'IA, on parle. L'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on sera confronté à de grosses difficultés. On est déjà confronté à de grosses difficultés. Parce que l'IA a pris beaucoup de place. Bon, avant l'IA, on a eu quand même le téléphone. Hein, le téléphone qui a commencé effectivement à créer plus ou moins quelques petits troubles. Dépendance, on va parler de dépendance. Je vais parler de troubles sur les savoirs renforcés, les savoirs de base que nous devons renforcer à travers la lecture, à travers les échanges culturels et tout. Eh bien, on est passé avec un système où on va écrire de manière abrégée. Donc, l'éducation, à mon avis, passera des moments extrêmement difficiles. Sauf que nous allons toujours revenir sur le côté éducatif, sur le tas, le côté éducatif du travail, ce que le travail peut porter en termes de valeurs, connaissances, compétences et expériences. Et là-dessus, on va toujours trouver des gens toujours aussi inventifs, toujours curieux et audacieux. Alors, que répondez-vous à quelqu'un qui me disait la semaine dernière, ça ne me sert à rien d'apprendre,
d'aller à l'école, d'être un bon, parce qu'on finit toujours par faire la guerre. La guerre dans quel sens? Il y a une guerre qui nous pend au nez, là, en ce moment. La guerre... Il y a une troisième guerre, oui, Oui. une troisième guerre mondiale qui Alors- nous pend au nez. Donc, cette personne... Que voulez-vous que je réponde à cette personne qui baisse les bras parce que le monde est de plus en plus incertain, alors qu'on pensait que l'école serait un chemin ou une porte ouverte à un monde meilleur, quoi. Moi, je dis qu'il faudrait peut-être voir ça différemment. L'école a sa fonction qu'elle fait, qu'elle remplit. L'école remplit sa fonction. Quoique, l'école, depuis des années, Jules Ferry, il me semble, c'est lui qui a créé l'école, a rendu montré, obligatoire. voilà, a montré le côté élitiste de l'école. C'est pourquoi j'ai pas réussi. Et c'est pourquoi beaucoup d'autres n'ont pas réussi. Et le temps nous a montré que nous avons cette faculté de réussir. C'est ça. Donc, je pense que l'école a quand même sa place. Sauf que l'école doit aujourd'hui Revoir sa copie. revoir sa copie. Vous savez, vous ne faites pas école pour tous les enfants de la même manière. C'est certain. On a des enfants qui sont beaucoup plus, je vais dire, développés que d'autres. Et des enfants qui sont moins développés, ça ne veut pas dire que ces enfants-là soient, je vais dire, nuls. Sauf que le déclic n'étant pas encore arrivé. Et puis, il faut dire aussi que réussir à l'école, aujourd'hui, passe par les mains de l'enseignant. Le travail de l'enseignant, la manière d'approcher l'élève. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai toujours pensé que les meilleurs enseignants étaient ceux qui répondaient à une vocation. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un marché de l'emploi où il y a des gens qui ont besoin du travail, ils sont diplômés, donc ils vont passer un concours, ils réussissent, mais ils ne sont pas du tout attirés par l'enseignement. Est-ce que ces gens-là peuvent apporter quelque chose à l'école, à l'éducation? Alors, pour répondre à votre question, on a vu que le travail est d'abord une mesure pour satisfaire le quotidien de la vie. Le marché de l'emploi. Pour manger, pour boire. Donc, les gens ne se préoccupent pas. Du moins, les gens qui veulent travailler aujourd'hui trouvent une opportunité et rentrent dedans. Moi, je dis aujourd'hui, le travail devait être axé sur la fibre professionnelle des gens. On a des tests de personnalité qui déclinent très facilement quelle est la fibre des personnes. Moi, je l'ai fait sur le CNAM, et là, j'ai compris que j'avais une fibre sociale très prononcée. Je suis allé à fond dedans. C'est le test de personnalité, Voilà, c'est ça? Voilà, je suis allé à fond dedans, et on voit jusqu'à aujourd'hui, il est plus social que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai cette conviction de la non-méchanceté, de la reconnaissance des valeurs, de l'accompagnement des sujets et de ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Et je me rappelle une phrase qu'Aimé Césaire m'a faite. Il a écrit pour moi, il m'a dit en 2005, « Merci au président Tony Narcisse, je salue l'imagination et la hardiesse que vous incarnez. Merci pour permettre à l'homme martiniquais d'avoir la foi en lui-même, la foi dans l'avenir, la foi dans un intérêt. Je salue l'imagination et la hardiesse que vous incarnez. » C'est un message fort comme jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez ancré. Je l'ai ancré et je l'ai apprise par cœur. Et je dis que ça a été pour moi l'un des hommes qui marquera ma vie de par son regard, je vais dire, très lointain. Il avait vu des choses en moi que je n'avais pas vues. Qui aurait dit que je serais docteur aujourd'hui? Oui. Et je pense que lui, en quelque part, il me l'a dit. Et donc après, bon, cela ne veut pas dire qu'on ne vous dit pas, comme le jeune ou la jeune qui vous a posé la question, c'est-à-dire qu'il faut croire en soi. Il faut se donner, je vais dire, les moyens. Et en se donnant les moyens et croire en soi, effectivement, on a cette chance de pouvoir réussir. Alors, quand vous me dites en se donnant les moyens, ça m'a toujours interpellé parce que, je veux dire, imaginez une société belle qui donne des moyens à l'éducation, par exemple, pour les jeunes, pour les adultes et tout. Et puis, ce qu'on voit à la télé, vous pensez que c'est possible? C'est pas antinomique? Moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons un problème qui peut être solutionné. Sauf que je pense que ces mêmes personnes qui sont, comme vous avez dit, sur des postes qui ne regardent pas derrière, qui regardent toujours devant, on est dans un marché financier aujourd'hui. On va plus passer à la télé des fake news.
On va passer toutes sortes de choses sans intérêt, mais seulement qui donnent une visibilité. Or, nous avons un potentiel en Martinique. Je le dis, nous avons un gros potentiel en Martinique. On ne s'en occupe pas. Et ce potentiel-là, aujourd'hui, pour certains qui tentent et qui osent, on leur dit non. Il est plus facile d'aller, je vais dire, faire quelque chose qui serait antisocial pour passer sur la télé, que de venir sur la télé et dire, bon voilà, j'ai fait quelque chose, j'aimerais effectivement partager avec mes concitoyens, j'aimerais en tout cas faire à ce que notre population se porte mieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vois par exemple, je suis en train de mettre en place une manifestation et je salue et remercie KMT parce que KMT a été très réactif pour me dire, OK, on va passer sur le plateau. Eh bien, je suis très fier d'y être, mais ce ne sont pas tous les médias qui fonctionnent comme ça. Donc, parlons-en justement. Donc, c'est une rencontre avec vous, hein, donc le public qui serait invité à venir échanger avec vous à la bibliothèque Schellcher. C'est vendredi à 18h. Oui, c'est vendredi à 18h. Alors, j'ai réalisé, toujours après une longue observation, 2 ouvrages. Le premier est intitulé « La VAE, chemin de résilience ». C'est-à-dire que, en 2 mots, chemin de résilience veut dire... Présentez-nous le deuxième et puis on va revenir. Le deuxième, je voulais présenter le contenu, mais le deuxième ouvrage, c'est Valider les postures au cœur des labyrinthes Riva. C'est toute une invitation à découvrir. Oui, alors donc, c'est un ouvrage très instructif parce que je vais passer sur le deuxième avant de revenir sur le premier. C'est un ouvrage qui fait une analyse profonde de l'actuel aujourd'hui, de ce qui s'est passé pour toutes les évolutions, jusqu'à la RIVA qui est venue mettre en place un architecte de parcours, comme on disait tout à l'heure, mais qui n'a pas su toucher le fond du problème, qui est effectivement de mettre en place un cadre pour ces profils-là. Il faut avoir un niveau de formation, il faut avoir une compétence et il faut avoir une qualification. Ce n'est que ça qui pourrait permettre à ce que la VAE puisse, en tout cas, toucher les objectifs attendus. Donc, cet ouvrage-là, particulièrement, aura justement à présenter cette partie RIVA dans tout son contenu et les oublis de la RIVA. D'accord? Et sur le premier ouvrage, la VAE, chemin de résilience... C'est votre bébé à vous, hein? Oui. Oui, ça c'est vrai, parce que je mange VAE, je dors VAE, c'est incroyable, c'est incroyable. Et le premier ouvrage, la VAE, chemin de résilience, est un ouvrage très significatif. Dans ces 2 ouvrages-là, je parle de moi. J'essaie de croiser la vision de difficulté que j'ai rencontrée, l'analyse de terrain que j'ai faite, ce que m'apportaient les lauréats en VAE, avec la grande théorie éducative. Et là, je démontre que c'est un vrai parcours du combattant, la VAE, mais c'est un travail résilient. C'est-à-dire qu'on doit s'accrocher. On doit s'accrocher à plusieurs niveaux. S'accrocher dans la vie de tous les jours. Battre les frontières, battre les espaces difficiles pour tenter de se hisser pour parvenir à obtenir une certification. Comment ça va se passer? Le public pourra vous poser des questions? Alors, à cette manifestation, c'est leur manifestation, ce n'est pas la mienne. Je viendrai avec une présentation qui déjà mettra, non pas la formule où on voit, où on vient avec des choses déjà toutes écrites, de gros PowerPoint pour pouvoir impressionner. Je vais peut-être venir avec un PowerPoint, mais il y aura des questions, je vais dire des interpellations. Avant d'entrer dans le sujet, je poserai une petite curiosité, ça sera peut-être imagé, mais les gens vont se retrouver. Et après, à travers cette manifestation, on va bien sûr poser des questions. Il y aura des jeux où les gens pourront gagner soit une VAE totale, soit une VAE partielle, soit des objets qui seront à leur disposition. Mais en tout cas, j'essaie de faire tout ce que je peux pour sortir un petit peu de la difficulté que nous sommes, mais surtout élever les consciences et dire que
la trajectoire VAE doit désormais être une trajectoire, je vais dire, cadrée, non pas cadrée administrativement, mais cadrée pratiquement sur le champ de la professionnalisation des acteurs. Un acteur qui n'est pas professionnel et que sur son évaluation à lui, et parce qu'il faut lui faire des évaluations. Moi, j'ai des outils d'évaluation pour eux. Sur son évaluation à lui, on voit qu'il est même pas à 50%. On va bien dire 50% parce que les gens payent. Un accompagnement, c'est une prestation. Vous n'allez pas acheter 2 pneus, on vous donne un neuf et puis un usé. D'accord? Donc, sur l'évaluation des résultats, il ne soit pas en mesure de justifier ses échecs et en mesure de faire, je vais dire, 85% pour ne pas dire plus de lauréats en VAE, eh bien, il n'a pas sa place. Il faut qu'il aille en professionnalisation. Les outils sont déjà créés, tout est là. Mais ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à banaliser l'accompagnement en disant que oui, nous allons prendre l'argent, puisque effectivement, celui qui vous accompagne va comme vous ne pouvez pas payer. L'entreprise cotise pour vous. Vous avez des fonds CPF. D'accord? Donc, ces fonds-là, qui sont dédiés à la formation, ils vont les utiliser pour de la VAE. Sauf que, à vous de voir, hein, aller sur une VAE et que vous avez l'épée de Damoclès, vous tombez sur quelqu'un qui ne serait pas du tout compétent, qui vous dit, écoutez, écrivez, et puis je vais corriger. On n'est pas à l'école là. Hein. On ne demande pas à un candidat professionnel d'écrire et on va corriger. On est à côté de lui. On l'accompagne, on va permettre à ce qu'il verbalise sur des éléments clés. Et s'il n'arrive pas à verbaliser sur des éléments clés, on va faire un jeu avec lui de recherche d'éléments clés à partir de son expertise, non pas aller prendre l'expertise de l'autre pour mettre dans son dossier, faire remonter son expertise, toutes les compétences et après cibler les compétences essentielles qui correspondent aux exigences du règlement d'examen, le référentiel, et à partir de cela, l'aider à faire un développement. Si un candidat se trouve dans une difficulté et qu'un accompagnateur lui dit essayez d'écrire, non, ce n'est pas son rôle. Vous êtes payé pour l'accompagner. D'accord? Donc c'est une prestation. Donc vous devez être de niveau. Alors, comment l'éducation peut-elle mieux répondre aux inégalités sociales? Alors, qu'est-ce qu'on entend par inégalité sociale? C'est une bonne question. Très belle question. L'inégalité sociale, c'est souvent question d'argent, hein, de moyens. Donc, il y a une famille qui touche le SMIC plus, et puis il y a une famille qui a moins du SMIC. On trouve déjà une égalité. Alors, là, Femmes-hommes, par exemple. On déroge du côté laïque de l'école. Oui, forcément. L'école est tout à fait, je vais dire, une organisation laïque. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sur des petits territoires chargés d'illettrisme où les parents ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent, pas ni travail, pas ni l'argent. Donc, les parents font ce qu'ils peuvent pour aider leurs enfants. Et cette inégalité sociale se répercute sur les trajectoires des enfants. Sauf qu'aujourd'hui, quand on disait tout à l'heure là, toute cette innovation qui arrive, qui nous coupe de l'essentiel avec tous ces jeux vidéo, tous ces téléphones, les enfants n'ont plus le temps d'y réfléchir. Hein. Donc, maintenant, les parents, aujourd'hui, se trouvent dans une grande difficulté. Il n'y a pas de travail, mais il faudrait que les parents puissent trouver les moyens pour amener de l'argent à la maison. Donc, avant, on avait maman qui était à la maison, papa allait travailler, ce n'était pas une bonne chose. Aujourd'hui, les deux parents travaillent. Donc, ce qui veut dire que le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système libertin. Qui veut dire que même si les parents sont à la maison, eh bien, ils vont faire autre chose que de véritablement se donner à faire ce qu'ils doivent. Parce que parfois, les parents aussi sont en difficulté. Les parents aussi ont de grosses carences. Et qui donc, faire un enfant, même si vous avez des carences ou pas, vous faites un enfant. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On n'a pas besoin de mode d'emploi. On n'a pas besoin de mode d'emploi, ça va très vite. Un petit moment, vous allez derrière le rideau, là, c'est fait. D'accord? Mais comment préparer ce terrain?
Et après, faire des enfants, mais pourquoi faire des enfants si on n'a pas le temps de pouvoir s'en occuper? Alors, je repose ma question. Comment l'éducation peut apporter une amélioration? L'éducation peut apporter une amélioration au sens de se dire que chacun devra retrouver sa place. Le parent qui doit apporter effectivement les premières armes aux enfants et ne pas laisser cette douleur, cette difficulté-là aux enseignants. Parce que là, aujourd'hui, les parents, pour certains, ont démissionné. Donc maintenant, la charge est aux enseignants. D'accord? Donc, je pense que c'est un tout qui fera qu'il faudrait que les parents soient aussi accompagnés. Excusez-moi de le dire. Parce que les parents... Vous savez, Roland Laouché défend l'idée d'une école des parents. Aïe. Eh bien voilà. Il faudrait que les parents soient accompagnés. L'école des parents, comme il dit, je peux très bien le rencontrer là-dessus. Ce n'est pas un vœu pieux, mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui. On a eu des décrochages, beaucoup de décrochages scolaires avec un impact considérable. Et quand vous regardez les décrocheurs aujourd'hui, ils sont dans toutes les incivilités. D'accord? Parce que le système ne convient pas. Or, je ne comprends pas que lorsque le système ne va pas, pourquoi on ne le renverse pas? C'est une bonne question, là. Quand ça ne va pas, il faudrait passer à autre chose. Fusil à pas, bon, l'épaule droite là, on va mettre les épaules gauche là. Si pas bon pièce côté, ben à un moment, il y a un gros problème. Pas point fusil pièce. Pas pris. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes face au gouffre, mais nous allons toujours dans le gouffre. Sauf qu'on a des gens qui sont plus aisés que d'autres, qui ont plus la facilité d'avoir des moyens, ne serait-ce pour avoir le bien-être et le bien-vivre. Ils ne se préoccupent pas que tous nous allons tomber dans un gouffre. Et c'est ça la crise sociale, le démarrage de crise sociale. Oui. La crise sociale, c'est ça. Aujourd'hui, on a quelques irréductibles qui sont, eux, bien assis, bien au chaud, et derrière, on a une souffrance. Mais attendez... Comment jugez-vous cette coexistence, par exemple, de bac général, un bac professionnel? Est-ce que ça ne devrait pas être une seule et même chose, avec des options? Alors, on fait la distinction entre un bac général et un bac professionnel. Un bac général, on est sur de la généralité, de la théorisation, sur de l'administratif, etc. Un bac professionnel, c'est la main. D'accord? C'est le savoir. C'est le savoir, c'est l'intelligence, c'est la curiosité. Vous venez dans les validations des acquis de l'expérience, Voilà, c'est des acquis. Voilà, on est dans une dimension expérientielle. Elle n'est pas plus humaine, celle-là? Elle n'est pas plus porteuse d'espoir? En ce sens, je ne pourrais pas dire ça comme ça, puisque vous avez quand même besoin des médecins. Vous n'avez pas besoin toujours des mécaniciens. Donc, sauf que si on regarde bien la réalité, quand vous dites on a toujours besoin des médecins, oui. Un médecin, qu'est-ce que c'est? Un super vendeur de médicaments, hein? Peut-être aujourd'hui, mais bon, un médecin a toujours eu sa place. J'ai connu de bons médecins. D'accord. Oui, non, il y en a. Il ne faut pas qu'ils ils prennent ombrage. Hein, donc voilà, juste ce que je vais dire, et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les produits pharmaceutiques sont en train de perdre un petit peu de... Depuis après la crise de la Covid. Depuis après la crise de la Covid, où nous avons effectivement tenté le naturel. Donc moi je dis, on a besoin du général, parce que c'est à partir du général qu'on va peut-être aller vers une certaine forme d'excellence. Mais aussi on a besoin du professionnel, parce qu'on est toujours dans la construction, on est toujours dans la création, mais on ne peut pas aller sans l'autre. Hein. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles d'un bon enseignant? Les qualités essentielles d'un bon enseignant. Alors là, ça c'est une belle question. Je pose que de belles questions alors. Oui, là c'est une belle question. Alors, une qualité essentielle de l'enseignant, c'est savoir écouter, savoir analyser. Ça fait deux. Savoir accompagner, savoir dispenser son savoir, ne pas réprimander. On trouve des enseignants comme ça? Aujourd'hui, la réprimande peut être aussi bien verbale comme silencieuse.
Et oui, c'est ça, Oui. c'est pour ça que je vous pose la m'occupe pas de question. vous. Voilà. Je Je vous mets derrière, je vous mets derrière. Oui. Oui. Oui, Ça a existé, ça existe toujours. oui, ça existe toujours. Donc Et aujourd'hui, il n'y a pas de directive, pour empêcher ça. Il y a pas de... comment voulez-vous faire? Vous savez, tout le monde a besoin de travailler et très souvent les enseignants sont en grande difficulté aussi. Attention, il faut faire attention. Oui, oui, tout à fait. Les enseignants sont en grande difficulté. Personne ne les écoute. Hein. On a des programmes scolaires qui sont depuis la métropole qui arrivent et qui leur tombent sur le dos. Sauf qu'on a des enfants qui sont difficiles parce que les enfants sont naturellement nés dans un territoire avec quelques lacunes, quelques difficultés. Et il faut tout de suite adapter un programme scolaire français. Oh, excusez-moi, on a appris français, mais bon. Adapter un programme scolaire qui ne peut pas cadrer avec le démarrage de l'apprentissage ou la poursuite de l'apprentissage de jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on a autant de décrochage. Et encore, depuis le Covid, j'ai assisté à un autre type de décrochage. Le décrochage professionnel, plus grave encore. Ah oui. Des gens qui ont laissé leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Oui. D'accord? Donc, vous voyez, le décrochage existe partout. Et nous vivons un système de décrochage, nous, dans le travail tous les jours, qui est extraordinaire. Et que pensez-vous des méthodes éducatives alternatives, comme Montessori, par exemple? Oui. Comme? Montessori, la méthode Montessori. C'est une Vous méthode connaissez? que... C'est des méthodes alternatives à l'éducation nationale où justement l'enfant est davantage pris en compte dans son environnement scolaire. Oui, ça peut être quelque chose de très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation conduite par les enseignants devait plus prendre en compte, je vais dire, le temps d'enseignement. Quand je dis le temps d'enseignement, c'est ce qui sera donné à l'enseignant en termes de moyens. En termes de moyens pour gérer une classe de 12, de 15, de 20 élèves. Ce n'est pas un surhomme, hein. Ce n'est pas une surfemme non plus. Hein. Ce sont des gens comme vous et moi. Hein. Quand vous avez 12 à 15 bambins là, dans la classe qui n'arrivent pas à se tenir, vous dites à celui-là arrêtez et l'autre il fait autre chose, c'est compliqué. C'est pourquoi moi je ne me suis pas destiné à faire de l'enseignement pur et dur. J'ai voulu travailler en andragogie avec des adultes parce que je vais vous regarder plein dans les yeux et vous dire, bon, écoutez, on va faire la fête et puis moi, arrêtez. Misayo Mado. Donc maintenant, si vous n'avez pas compris, vous me dites. D'accord? Il entend. Il entend, il m'écoute. Parce qu'il sait qu'il est dans une situation, à un niveau de conscience pour lequel, lui, il lui faut absolument réussir. Donc c'est déjà un autre niveau. Mais par contre, les jeunes, il faut avoir beaucoup de patience, être consensueux et puis être réactif, avoir l'œil partout. C'est compliqué l'enseignement aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas toucher aux enfants, vous ne pouvez pas faire de réflexion aux enfants. Les enfants ont plus de poids, et je vais dire plus la façon de réagir sur vous que vous avez la possibilité de réagir sur eux. Mais c'est tout un système qu'il faut changer. Comment voyez-vous le monde de l'éducation dans 20 ans? Le monde de La crise va l'éducation, s'accentuer ou bien il y aura une libération? On est déjà dépassé par le système avec l'arrivée de l'IA. La crise va continuer à s'accentuer et je ne sais pas si la robotisation ne viendra pas mettre le milieu dans tout ça. C'est-à-dire que ça va arriver. Hein. À un moment donné, la robotisation va arriver tellement vite qu'on ne va pas s'en rendre compte. Hein. Mais vous savez, jusqu'à présent, on forme pour les usines, pour les entreprises, pour la bourse, pour la recherche. On forme en fonction des besoins, pas pour un épanouissement personnel. Vous ne pensez pas que c'est ça l'avenir? Oui, mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est plus dans une démarche d'intérêt. Économique, quoi. Économique et d'amélioration de statut financier. Et qui donc, par conséquent, on n'est pas là pour perdre du temps. Hein. Après mon observation, ce que je vois.
Vous allez voir les grandes multinationales, elles ne sont pas là pour perdre du temps, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, il faut faire de l'argent, c'est tout. Soit vous êtes capable, vous restez, si vous n'êtes pas capable, vous partez. Mais il faut bien que des voix s'élèvent un jour pour dire que l'argent n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est donner du sens justement à la vie d'un homme. Oui, mais... Ce que vous faites est très louable parce que vous donnez du sens à des gens qui ont envie de se reprendre en main. Oui, mais à qui le diriez-vous quand vous avez face à vous des gens qui sont sourds? Vous allez voir une personnalité, quelqu'un de bien placé pour lui dire, bon voilà, je suis en train de faire ça, il ne vous entend pas. Vous l'arrêtez, vous dites, mais oui, mais j'aurais souhaité effectivement avoir une aide pour pouvoir avancer dans ce sens. Vous n'êtes toujours pas écouté. Vous dites, mais tiens, voilà, nous avons un problème. Je prends le cas de la VAE. Depuis 2008, j'ai alerté sur le côté expérimental que notre territoire pouvait avoir à partir des travaux que j'ai faits pour faire à ce que nous soyons incontournables sur l'installation et le suivi de la VAE. La Réunion n'est pas meilleure que nous. La Guadeloupe n'est pas meilleure que nous. La Guyane, bien moins. Et les régions de France ne sont pas meilleures que nous. On est tous dans un, le même panier. Dans un panier où on est en train de se chercher. Écoutez-moi, la France a quand même des chercheurs, mon Dieu. La France, de moins en moins, malheureusement. Mais quand même, il y a de la recherche qui a été faite. Je regarde le travail que nous avons fait 7 années parfois, 5 années de thèse. C'est de la réflexion. Vous travaillez sur un sujet pendant 5 ans. Vous dites, tiens, au fait, l'analyse que je fais de cette situation, voilà la réponse. Eh bien, celui qui est en face de vous, parce qu'il est peut-être élu, mais il n'est pas différent que vous, il n'entend rien. Parce que pourquoi? Vous n'êtes peut-être pas dans son petit... Son giron, quoi. Dans son giron. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on travaille pour des girons ou est-ce qu'on travaille pour une population? Dites-moi, on travaille pour qui? Ce que je fais là, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Parce que je ne vais pas me dire... Vous le faites un petit peu aussi pour vous, c'est parce que vous aimez ça, vous sentez une satisfaction de donner un peu de vous-même, quoi. Oui, alors je vais vous répondre à ce que vous êtes en train de dire là. Aujourd'hui, mon vœu le plus cher, c'est de remettre à la terre ce qu'elle m'a donné. J'ai tout appris par moi-même. D'accord? Tout appris par moi-même. Quand j'ai voulu faire mon enquête de terrain, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai voulu faire mon enquête de terrain parce que je m'inscrivais en thèse, je suis allé auprès des valideurs. Le plus gros valideur, de surcroît, m'a refusé mon terrain de recherche. Quand on sait que quand vous n'avez pas de terrain de recherche, c'est mort pour vous. Vous ne pouvez pas entrer en thèse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contourné ce problème. Je suis parti sur des études plus ou moins sur la Guadeloupe. Il n'y en avait pas. Le seul territoire qui m'a donné un bilan VAE pour me permettre de mieux comprendre, c'est la Réunion. J'ai cherché avec deux, trois connaissances sur la Guadeloupe qui me connaissaient en Martinique, qui m'ont donné des informations. J'ai eu 2-3 personnes qui ont travaillé avec moi, parfois mes élèves, qui sont devenus accompagnateurs, qui m'ont donné des informations pour que je mette en place un échantillon de recherche. Et quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai eu un grand chercheur, philosophe, M. Bernard Paturé. J'ai cité son nom parce que je crois que c'est un grand, grand homme. Il m'a écouté pendant 20 minutes. Et quand j'ai fini ma dernière diapo, il est resté, il n'a pas émis pas un mot, une question. Les autres enseignants ont posé des questions. Et lui, toujours naufrage. J'étais un petit peu inquiet parce que je me disais, j'étais bien habillé, sous gilet, veste, mais je transpirais comme pas possible en dessous, cravate et tout. Et il me dit, vous savez, je n'ai pas compris votre présentation. Déjà, quand ils sont entrés, à chaque fois, j'étais en bas de l'amphithéâtre, quand je regardais la porte s'ouvrir en haut, mon cœur battait dans mes orteils. Quand ils sont entrés, je suis devenu tout blanc. Mon épouse était là, tout blanc à Marseille.
Ça n'a pas suffi parce que c'était très difficile de pouvoir amorcer avec une telle peur. Ils me permettent d'amorcer, j'amorce, et quand je termine, je dis bon, c'est fini. Il me dit, je n'ai pas compris ce que vous avez fait. Je retombe dans la même situation, perte de voix. Et il me regarde. Il me dit, vous savez, revenez sur l'avant-dernière diapo. Je reviens sur l'avant-dernière diapo. Il me dit, cette diapo-là me parle. Je suis là, mais j'ai peur parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et j'avais évoqué, en me disant, quand je faisais ma diapo, je me disais, mais il faudrait quand même que je puisse dire que ça a été très difficile pour moi, ça a été un chemin tortueux, compliqué, personne n'a voulu me donner des informations. Et je me rappelle avoir mis une petite phrase en disant que j'ai traversé des chemins, des sentiers, des chemins sans aboutir sur la voie pour tracer l'autoroute du développement de mon sujet et trouver la solution de l'échec post-accompagnement. Il me dit, par contre, ça me parle. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait pendant 20 minutes une démonstration de Friedrich Nietzsche, qui est un philosophe, pour me dire, mais tiens, mais monsieur Narcisse, comme vous êtes, restez comme vous êtes, parce que j'ai très bien compris la ferveur, l'amour et tout ce que vous êtes en train de porter pour faire évoluer la VAE. Eh bien, j'étais très, très, très content quand il m'a dit ça. Et après, ils m'ont annoncé que j'étais lauréat du grade de docteur en sciences de l'éducation. C'est un grand moment pour vous? Ah, ça a été un moment fort, très fort, parce que je vais vous le dire, j'étais dans une situation assez particulière. J'avais une perte de sens de l'activité travail. L'activité aujourd'hui, je suis resté tellement longtemps inactif, en non-reconnaissance, en mépris total dans l'emploi, que j'ai su me construire une certaine forme de résilience. Et quand j'ai eu ce retour-là, je me suis retrouvé plus fort que j'étais, comme jusqu'à aujourd'hui. Je me sens bien. Vous allez me faire ce que vous voulez, je suis bien toujours. Ouais. Vous êtes en paix avec vous-même. Je suis en paix avec moi-même. Mais attention, ce que j'écris, quand j'écris bien. Ah oui, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, si vous voulez, je prends beaucoup de notes. J'analyse beaucoup. Si je n'ai pas le temps de noter, mais je retiens. Mais quand je retiens le jour, l'heure, la date. D'accord. Bonne mémoire. Voilà, de mémoire. Et quand je fais mes courriers, je fais pareil. Je fais revenir ces éléments extrêmement importants. Qui veut dire que dans ma vie, je ne laisse pas passer une seconde avec un problème pour me dire « Ah, mais c'est pas grave, c'est pas méchant ». Le problème qui se passe dans la seconde, je note. Et j'alerte tout de suite. Parce que si demain matin, il y a quelque chose à faire, eh bien, j'ai des preuves. Et c'est ce que je dis aux gens. Quand vous êtes dans un emploi ou quand vous êtes dans une activité, notez. Toujours notez et référez toujours au supérieur. Oui. Parce que le supérieur, quand il se lave les mains, c'est tant pis pour vous. Ouais. D'accord? C'est la pire des choses. Alors, une question. Si vous aviez quelque chose vous pouviez changer quelque chose dans le système éducatif, ce serait quoi? Changer quelque chose dans le système éducatif. Là aussi, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut changer le système éducatif? Non, j'ai dit s'il y a une chose que vous pouviez changer. Oui, mais là aujourd'hui, c'est que nous soyons en capacité de mettre en place nos propres affaires pour nos enfants. C'est-à-dire que là aujourd'hui, nous avons un système qu'on se rend bien compte qui ne répond pas aux attentions de nos enfants. Il nous faut à un moment donné dire non, stop. Il faudrait que ce modèle, on va s'en inspirer, mais que nous mettons notre modèle en place pour permettre à ce que nous soyons en capacité de réussir. Ceux-là même qui réussissent, c'est parce qu'ils sont dans leur modèle. Mais nous ne sommes pas dans notre modèle. Donc c'est là qu'il faut comprendre la différence qui existe entre l'Hexagone et les îles ultramarines. Guadeloupe, c'est pas pareil que Martinique, c'est pas pareil que La Réunion.
Et pourtant, nous avons des professionnels, nous avons des systèmes éducatifs qui sont là. Mais quand vous avez un système éducatif qui part de l'Hexagone et qui passe sur tous les territoires en imposant un système, en imposant une organisation, en imposant des outils, comment voulez-vous arriver sans tenir compte des préoccupations de nos propres populations? Alors, je suis un jeune chercheur en sciences sociales, en sciences de l'éducation. Quel conseil me donneriez-vous? Jeune chercheur en sciences de l'éducation, que voulez-vous faire dans les sciences de l'éducation? Il faut que je réponde à cette question aussi. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous sachiez exactement ce que Je vous voudrais améliorer le système. améliorer le système. Je suis comme vous, j'ai plein de belles Voilà. idées, j'ai envie de... Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous dire, c'est cibler votre problématique. Travailler les hypothèses de réponse de votre problématique avant d'entrer dans la théorisation de l'objet sur lequel vous posez le constat. Et quand vous allez poser le constat, vous allez tomber sur la véritable problématique. À ce moment-là, vous pourrez effectivement travailler comme moi j'ai fait, parce que je ne suis pas arrivé en VAE comme ça. Je me suis posé moult questions. Je suis allé sur le terrain, j'étais dans l'accompagnement, je regardais, j'observais. Il y a tout un travail qui a été fait sur ma période d'enquête. J'ai posé des questions, même à mes candidats, j'ai posé des questions. Et petit à petit, j'ai affiné ma problématique de recherche. C'est ce que vous devez faire. J'ai affiné ma problématique de recherche que j'ai comparée avec toute la panoplie de la théorie. Vous avez 300 ouvrages, grosso modo. En parlant d'ouvrages, quel livre me conseillez-vous de lire ces jours-ci? Il y a tellement de belles choses. Alors, je pensais que vous avez dit la VAE, Chemin de résilience, par exemple. Ce sont la VAE, Chemin de résilience, c'est valider les postures d'accompagnement. En principe, c'était un seul ouvrage. Hein. Mais j'ai trouvé une grosse difficulté quand l'université européenne a voulu prendre cet ouvrage qui passait au-delà des 60 €. D'accord. Je leur ai dit, écoutez, je suis auteur de l'ouvrage, je ne veux pas que l'ouvrage se vende à ce prix parce que c'est un ouvrage qui porte un message. Donc du coup, j'ai dû couper cet ouvrage en deux et faire un choix. Parler du côté résilient, qui est ce côté, je vais dire, parcours du combattant pour y arriver. L'humanité. Voilà, et aller de l'autre côté avec cette VAE que j'ai mis sur les postures d'accompagnement. Et donc là, ça permet aux gens de mieux cerner, de mieux cibler, je vais dire, les enjeux et les atouts. Et bien sûr, les leviers que propose la VAE. D'accord? Parce qu'il y a une chose, on n'en a pas parlé. La VAE est arrivée en France en 1985. Hein? Avec le raccourcissement de parcours de formation, on a beaucoup de ministres qui en ont profité au moment où on ne savait pas. Ici, en 1985, on a utilisé ça pour pouvoir raccourcir les parcours de formation. Après, on a vu arriver la VAP qui a réduit le champ de l'expertise analysée pour mettre uniquement sur du professionnel. Ça a duré 5 ans. C'était toujours à durer 5 ans. Ensuite, après la VAP de 92, on a la VAE de 2002, qui jusqu'à aujourd'hui est la VAE de 2002, même si ils ont tenté une réforme REVA qui, en termes de sigle, me pose un problème parce que c'est REVA, ça dit quoi? Reconnaître, valider. Or, on a quelque chose de fort. VAE, validation des acquis de l'expérience professionnelle. Ça englobe le tout. Et donc, quand cette VAE est arrivée, on est passé à 3 ans. À 3 ans, moi, la question que je me pose là aujourd'hui, et on est descendu à 1 an, je me demande aujourd'hui, est-ce que l'expérience est suffisamment assez mature à 3 ans ou à 1 an pour permettre à ce que quelqu'un puisse obtenir un diplôme, BTS, master ou licence? Ce n'est pas la durée qui fait la capacité de pouvoir être compétitif sur un poste. Qualité. C'est bien la durée. Ce n'est pas cet esprit de baisse de durée qui va améliorer, ou du moins on va se trouver avec un diplôme qu'on va obtenir sur une table de marché, non.
Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la compétence est tributaire des valeurs de l'expérience, qui elle-même, cette expérience, reste attachée à 3 conditions. Travail, savoir et activité. Si vous n'avez pas cette mise en situation professionnelle, vous n'avez pas d'expérience. Dans la mise en situation professionnelle, il faut déjà avoir le travail, il faut déjà avoir les éléments pour travailler. Et cette mise en situation va vous donner de l'expérience avec le temps. Et cette expérience-là, que vous aurez à malaxer, cette expérience-là qui va perdurer dans le temps, va contribuer à l'amélioration et à la performance de la compétence. Voilà la trajectoire de ce qui permet de dire un tel, il est compétent. C'est parce qu'il dégage quelque chose qui permet de résoudre les problèmes. Ce n'est pas sur un livre qu'on va résoudre les problèmes. Véritablement, un professionnel ne résout pas sur un livre. Il est obligé d'être confronté à une situation, quitte à faire des tests, des essais et des erreurs pour pouvoir s'en sortir. Mais s'il ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas un livre qui lui apprend, mais tiens, mais je parle à M. Médouze, il m'a dit quelque chose où je l'ai vu trébucher. Je vais prendre un dictionnaire pour entrer dedans pour voir comment je vais faire pour le rattraper. Non, c'est comment je vais réagir tout de suite. Et quel pouvoir que j'ai pour pouvoir le faire en termes de savoir agir, pouvoir agir. C'est là qu'on résout les problèmes. Donc, un professionnel reste quelqu'un, pour moi, de très respectueux, quel que soit le niveau de son professionnalisme, quel que soit l'endroit où il travaille, mais on lui doit du respect par rapport à sa compétence. Et d'autant plus que les personnes qui évaluent ces professionnels doivent être très respectueux. On ne met pas en confrontation deux professionnels dans un jury. Ce n'est pas possible. Cherchez à comprendre comment il a mis en place toute sa procédure pour pouvoir décliner sa compétence, parce que ce n'est pas la seule route qui mène à Rome. Toutes les routes mènent à Rome. C'est parce que vous êtes professionnel que vous êtes plus professionnel que lui. Tout à fait. Je veux comprendre comment il a mis en place sa compétence. Et à partir de ça, je dis oui, il mérite sa certification. Malheureusement, le temps qui nous est parti est arrivé. Pouvez-vous nous rappeler le rendez-vous de vendredi? Alors, le rendez-vous de vendredi se fait à la bibliothèque Schellcher de 18h à 20h. 1 heure. Donc, qu'on soit véritablement à l'heure, parce que, bon, une fois que ça a commencé, ça a commencé. Je ne reviendrai pas en arrière, mais je reste toutefois accessible. Les gens pourront m'appeler. Et pour quel que soit le problème qu'éprouve quelqu'un inscrit en VAE ou qui est en échec en VAE, je me dois de faire une analyse objective de sa trajectoire pour lui dire voilà son problème et voilà comment faire pour s'en sortir. Docteur Tony Narcisse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis bon vent. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. Parfait. Merci. Au plaisir.